parler changement climatique et conséquences pour le poids. Les experts du GIEC, ont élaboré, différents modèles, de prévision, d'élévation des températures, dans les années à venir et avec différentes hypothèses, hein, plus ou moins, pessimistes ou optimistes et on s'aperçoit qu'on voit déjà des effets, qui se précisent et qu'on se dirige peut-être vers, la prévision la plus pessimiste, hein, et que ça a des conséquences, sur, pas mal de nos cultures. Donc on va regarder ce que ça engendre sur le poids. Alors le changement climatique, en fait, ça recouvre, plusieurs notions. Alors déjà, il y a les impacts, donc les évolutions, hein, climatiques qu'on peut observer, mais aussi donc l'adaptation. Donc c'est, voir comment, justement limiter les effets préjudiciables de ce changement climatique et au contraire exploiter, les effets bénéfiques. Et aussi, tout ce qui concerne l'atténuation, c'est-à-dire comment, limiter les émissions de gaz à effet de serre pour, limiter ce changement climatique et cette élévation des températures. Alors aujourd'hui, nous nous concentrerons, sur les aspects impact et adaptation. Concernant donc le changement climatique, Terranovia a décidé de proposer une série d'interventions. Donc il y en a déjà eu une sur le colza le 24 septembre dernier. Aujourd'hui, nous allons parler du poids. Le 1er avril, il sera question du tournesol et le 27 mai, ce sera plutôt des approches système qui seront, envisagées. Donc nous allons maintenant voir en quoi le changement climatique, impacte donc, la production de poids. Heu alors vous avez ici sur le graphique, l'évolution des rendements, moyens nationaux du poids en France, depuis les années 80 à aujourd'hui. Alors ce qu'on peut constater, c'est que, jusqu'au en 99, on a eu plutôt une augmentation, régulière des rendements. Et depuis, eh bien, une tendance baissière assez marquée avec, différents, accidents, des épisodes de sécheresse très marqués dans les années 2001, 2007, 2011, 2020. Également un impact, des maladies au début des années 2000 ici, donc la maladie Aphanomycès, hein, qui a aussi, bien contribué à minimiser les rendements et faire évoluer les surfaces, hein, baisser les surfaces. Également, des épisodes comme en 2016, de bactérioses, hein, aussi qui ont pas mal impacté, la production des pois d'hiver et en 2020, côté ravageur, donc une arrivée, très précoce des pucerons. Donc, tous ces épisodes, tous ces événements ont contribué effectivement à faire, diminuer les rendements, moyens du pois en France. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pois, en France, cultivé, est principalement composé de pois de printemps, hein. Vous avez ici la courbe vert clair, hein, qui sont les surfaces de pois de printemps et en vert foncé, les surfaces de pois d'hiver. Donc globalement, on a, 80 de pois de printemps et 20 de pois d'hiver. Ce qu'on a pu constater et qui peut expliquer, une partie de la diminution des rendements, c'est qu'on a un déplacement des surfaces cultivées du pois, vers des zones à moindre potentiel. En effet, si vous avez la carte de gauche pardon, avec, 3 zones là qui sont coloriées en différentes couleurs, donc la zone verte nord-ouest, la zone bleue intermédiaire et la zone, orange, qui est la zone sud. En fait, on s'aperçoit qu'au fil du temps, le poids, s'est plutôt, développé dans la zone centrale, la zone bleue, hein, la zone intermédiaire, hein, et au détriment de la zone verte, hein, qui était donc la zone nord-ouest. Or, on sait que vous avez ici la carte des réserves utiles, heu et qui montre bien qu'on a plutôt des réserves utiles importantes dans cette zone nord-ouest et des sols argilo-calcaires avec des réserves superficielles plutôt dans la zone intermédiaire, qui sont donc moins favorables à l'élaboration de rendements élevés. Donc ce déplacement des surfaces s'explique d'une part par, le développement de la maladie racinaire Aphanomycès, hein, dans le nord de la France, qui a fait abandonner des surfaces, hein, de pois dans cette zone. On a aussi essayé de développer le pois d'hiver dans la zone intermédiaire et c'est le pois finalement s'est décalé vers cette zone intermédiaire et ceci a eu pour conséquence, que si on regarde le graphique en bas à droite, vous avez les rendements donc alors en vert, c'est les rendements, moyens pour la zone nord, en bleu pour la zone intermédiaire et en orange pour la zone sud et en violet, c'est le rendement moyen national.
On s'aperçoit que dans les années 80 jusqu'à 2000, en fait, le rendement moyen national était confondu avec le rendement moyen, de la zone nord et par contre, dans les 10 dernières années, finalement, ce rendement moyen national s'est plutôt décalé et se rapproche plutôt du rendement moyen observé dans la zone intermédiaire. Alors, si l'on revient à des considérations plus générales, vous avez ici, les évolutions de température, moyenne annuelle, en fonction des années de 1961, jusqu'en 2015. On voit que les années récentes, on a une augmentation, très forte des températures et en moyenne, donc on a une augmentation de 0,3 degrés par décennie. Ici, vous avez donc, 2 graphiques, un à gauche pour la station de Lille et un à droite pour le poste, météo de Toulouse et donc vous avez, 3 courbes qui correspondent à trois décennies. Et donc en rouge, vous avez la décennie la plus récente, hein, 2010-2019. En bleu, la plus ancienne, 1980-1989 et en orange, la décennie intermédiaire. Et ce qu'on peut constater, c'est que, donc en décembre, la courbe rouge s'écarte très fortement des 2 autres courbes, également en mars-avril et aussi, sur la période mai-juin. Donc ceci, a un impact, fort puisque, pour le poids d'hiver, donc les températures plus élevées au mois de décembre peuvent avoir un impact et pour la partie printanière, donc ce sera plutôt des effets sur le poids de printemps. Ici, vous avez, l'évolution de l'humidité du sol, alors, pour différentes, décennies. Enfin, en orange, vous avez donc la moyenne sur la période de 1961-1990. En vert, vous avez, des simulations pour les années 2021-2050 et en violet pour les années 2071-2100. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, l'aspect sécheresse va s'intensifier, au fil des années et qu'on va se rapprocher, d'épisodes vraiment, avec des records, de sécheresse, importants, sur l'été et sur le printemps. La période hivernale restera assez arrosée, mais malgré tout, on aura aussi, une diminution et donc ceci, impactera, ben, forcément, les cultures. Donc pour la partie hivernale, ce sera plutôt le poids d'hiver et pour la partie, printanière, donc plus le poids de printemps. Donc nous allons voir maintenant quelles sont les conséquences, de ce changement, de climat sur le cycle du poids, en balayant en fait, toutes les différentes étapes, principales du cycle du poids et les impacts du climat sur ces différentes étapes clés. Donc en ce qui concerne l'implantation, il est recommandé de semer, le plus tôt possible dans un sol ressuyé. Alors, pour le pois d'hiver, cette période de semis, donc qui se situe, donc au mois de novembre, hein, fin octobre, début novembre, est souvent favorable. Bon, en 2020, on a eu un petit souci puisqu'on a eu beaucoup de pluie au mois de novembre qui a empêché les implantations, mais globalement, ça reste quand même une période assez favorable. Et pour le pois de printemps qui est semé donc en fin février jusqu'au mois de mars, généralement, on a aussi, possibilité d'implanter, les semis assez régulièrement à cette période. Mais on a eu quand même très récemment 2 accidents en 2018 et 2020 puisque le mois de mars ayant été très pluvieux, les implantations étaient très tardives. Concernant la température qui est plus élevée pendant l'automne, ça favorise la croissance, du pois d'hiver, donc ça, c'est plutôt positif, mais il ne faut pas que celui-ci se développe trop fortement, sinon il risque d'être pénalisé, il risque de passer l'initiation florale en sortie d'hiver et donc ça augmente sa sensibilité au gel. Ce qu'on constate, si on reprend les données, plus globales, hein, sur la météo, c'est que là, vous avez des données Météo France, on a une tendance quand même à avoir, beaucoup moins d'années avec des gels, très, très forts, hein. On a eu des années, comme l'année 56 qui était vraiment un peu extrême sur ce critère. Mais finalement, les années plus récentes, on observe finalement des épisodes de gel beaucoup moins intenses et beaucoup moins fréquents. En bas, vous pouvez voir 2 cartes de France, donc sur 2 périodes différentes, à gauche sur la période 1990-2004 et à droite sur la période 2005-2019. Et ce qu'on peut constater, c'est que finalement sur la période plus récente, à droite, on a, beaucoup moins d'années, avec des gels, inférieurs à -10 degrés, hein.
On a bien, finalement cette tendance à avoir beaucoup moins de gel fort, dans les années, les plus récentes. Alors ces effets de gel moins intense et de températures plus douces pendant l'hiver, n'ont pas d'effet finalement sur la capacité du pois d'hiver à fleurir puisque celui-ci ne nécessite pas de vernalisation. Son développement est piloté, en grande partie par les températures et il y a une légère influence de la photopériode, mais globalement donc pas besoin de froid, pour passer à l'état floral. Alors ce risque de gel sur le pois d'hiver est assez, difficile à prévoir parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui interagissent, hein. Il y a d'une part le climat, hein, donc global, mais aussi au niveau du sol, hein, la température, l'humidité, également s'il y a du vent. Le stade de la plante est très important, ça peut être aussi décliné en fonction de la variété. Également par rapport, au niveau du lieu, le sol bien sûr, l'altitude, l'exposition et aussi le fait qu'il y ait, présence de neige ou pas, puisque la neige peut protéger quand même les plantes, du gel, hein. Alors sur la photo, vous avez, donc, elle a été prise à Chaudet-Pré, c'est dans le Jura, donc c'est une station INRAE de Dijon qui, permet de mesurer, en fait, d'évaluer, la résistance au gel, de différentes variétés de pois d'hiver. Donc chaque ligne représente une variété. Alors vous avez des lignes qui restent bien vertes, donc ça ce sont des variétés qui sont, très tolérantes au gel. Inversement, vous avez des lignes comme celle-ci qui est entourée en rouge, qui est brune et qui est donc, finalement, n'a pas supporté le froid et qui donc a bruni et donc les tissus végétaux sont morts. Donc en fait, c'est une variété qui est très sensible au gel. Puis vous avez des variétés intermédiaires où il y a seulement quelques plantes qui sont mortes, mais par contre d'autres qui sont restées bien vertes. Donc ce site permet vraiment d'apprécier la résistance au gel des variétés de pois d'hiver. Ceci dit, en 2019-2020, l'hiver a été beaucoup moins rude que d'habitude puisque en général on descend à des températures de -20, -25 degrés dans ce site et cet hiver-là, on est descendu que, à des températures de l'ordre de -15, donc ça rend plus difficile en fait l'évaluation de la résistance au gel, dans ces conditions. Alors, concernant le gel, on a en pois d'hiver, Christophe Lecomte de l'INRAE Dijon a mis au point un modèle pour essayer justement d'évaluer la résistance au gel, du pois d'hiver et donc vous avez sur le graphique, en fait, ici, les températures minimales en bleu et le modèle, ici donne, en vert, la courbe en vert, qui est, la résistance, du pois d'hiver, au fil du temps. Et lorsque les températures minimales descendent en deçà de cette résistance, eh bien, on considère ici qu'on a, dégâts de gel et donc ça permet d'évaluer le nombre de jours et l'intensité des dégâts. Et donc en utilisant ce modèle sur 2 années climatiques, 2 séries climatiques, 1958 à 1987 et 1988 à 2015, ça a permis de mettre en évidence que, finalement, on aurait, beaucoup moins de dégâts de gel, en fait, sur la période la plus récente, mais par contre un nombre de jours de gel beaucoup plus important. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, les épisodes de gel très intenses vont diminuer, mais on aura peut-être beaucoup plus de jours de gel avec des petits gels, moins intenses. Alors on va passer maintenant à la croissance, au printemps. Donc vous avez ici pour différentes périodes, sur la station de Bourges pour la période du 15 mars au 30 mai. Donc, en abscisse, les températures moyennes, un cumul de températures moyennes et en ordonnée, un cumul de pluviométrie et donc ça permet de voir un petit peu comment évoluent ces différentes années, enfin ces différentes décennies. Donc en vert, vous avez les années 90 à 2000, en bleu les débuts des années 2000 et en orange, les années les plus récentes. Et ce qu'on peut voir justement pour ces années plus récentes, c'est qu'en fait, elles sont, très, très éparpillées. Alors on a quand même un paquet d'années là qui sont, avec des valeurs assez élevées, en cumul de température, donc bien plus élevées que ce qu'on avait dans les 2 autres, décennies. L'année 2020 et l'année 2011 qui se détachent très nettement avec des températures, enfin des cumuls de température très importants.
donc des années vraiment ici, très, très chaudes et très sèches. On a 2 années récentes, 2013 et 2016 à l'inverse, qui sont, plutôt des années, fraîches et très humides. Mais donc ça veut quand même dire dans la dernière décennie, on a eu des années extrêmement variées et avec, quand même 8 années sur 10, plutôt, chaudes et sèches. Et un début de cycle donc pour, cette période qui correspond à la période entre le semis et la floraison du pois de printemps, donc des conditions plutôt sèches et chaudes ou au contraire très arrosées pour ces 2 années et donc un climat qui est vraiment, très, très fluctuant, sur cette dernière période. Alors ceci peut avoir des conséquences importantes puisque finalement sur la période de début de cycle, c'est vraiment l'installation du couvert qui se met en place, hein, donc un élément du diagnostic, qui existe, c'est l'indice de nutrition azotée. Donc ça permet de mesurer en fait, ben, d'une part si la plante a eu une croissance normale et aussi si l'azote, et la nutrition azotée ont bien fonctionné. Donc cet INN en principe à début floraison doit être autour de 1. S'il est inférieur, eh bien, ça veut dire qu'on a eu, ben, des stress qui ont, limité justement la croissance et la mise en place, de la nutrition azotée au sein de la plante. Et donc ça a des répercussions sur les rendements. Donc c'est bien pour ça que si on a des stress en début de cycle, donc soit des stress hydriques ou soit des excès d'eau, eh bien ça peut limiter, déjà cette mise en place des nodosités et de la nutrition azotée et avoir des répercussions importantes sur le rendement. Donc à droite, là, ici, vous avez le nombre de nodosités. Donc effectivement, on a dans certaines situations, pu, observer qu'un nombre de nodosités faible, bien, était plutôt relié à un rendement faible et inversement, quand, le nombre de nodosités est plus important, on a plus de chances d'avoir un rendement plus élevé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, cette phase d'installation du couvert, de mise en place des nodosités est assez cruciale et que, bah, des facteurs limitants, climatiques, dès cette période peut, avoir des répercussions importantes sur la mise en place du rendement du pois. Ici, donc, vous avez, justement les mesures d'indice de nutrition azotée qui ont été effectuées alors sur les pois de printemps en vert et sur les pois d'hiver en bleu et sur la période 2015-2020 et ce qu'on peut voir, c'est que justement sur ces années récentes, on a finalement pour le pois d'hiver des indices de nutrition azotée qui sont satisfaisants alors que, dans de nombreuses situations pour le pois de printemps, on a des valeurs qui sont, en deçà de ce qu'on devrait avoir et donc des INN qui sont déjà, inférieurs à 1 et donc une pénalisation, de début de cycle, avec une croissance qui est limitée et une teneur en azote dans la plante qui également est aussi limitée. Alors concernant toujours le pois de printemps, donc ici vous avez à droite pour la zone nord-est, la date de stade de début floraison et à gauche, la date d'arrivée du stress hydrique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, dans les zones où, la floraison est assez précoce, hein, donc toute cette zone, est là, c'est aussi, la zone où les stress hydriques arrivent aussi, très précocement et donc, bien avant la floraison et donc ça risque justement de bien pénaliser la mise en place du couvert avant floraison. Alors que finalement, dans la zone nord, on a des stades qui arrivent plus tardivement, un stress hydrique qui arrive également, bien après la floraison et donc des conditions déjà de mise en place du couvert, dans la phase précoce, qui sont optimales. Alors si on passe maintenant à la phase, floraison, remplissage des graines, alors déjà, une chose un petit peu générale, c'est qu'en fait la photosynthèse, est optimale en fait entre 20 et 25 degrés et décroît, à partir de 25 degrés. Donc effectivement, ce seuil de 25 degrés est important et donc c'est bien à partir de celui-ci qu'on va regarder, si, on a un impact sur, les aspects, mise en place, du rendement et on va regarder notamment, les températures maximales par rapport à ce seuil. Alors je ne sais pas pourquoi là, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Je ne sais pas.
Ah, ça y est. Excusez-moi, voilà, ça y est, ça s'est débloqué. Hem, alors ce qu'on sait aussi, c'est que le nombre de graines est proportionnel, à la vitesse de croissance entre le début de la floraison et la fin du stade limite d'avortement. Donc tout stress qui apparaît, pendant cette période et qui va impacter la vitesse de croissance va aussi réduire le nombre de graines. Donc c'est souvent des stress hydriques et des stress thermiques. Donc vous avez ici 2 graphiques qui permettent, alors en haut pour le poids de printemps et en bas pour le poids d'hiver, de distinguer les années en fonction des stress, hydriques et thermiques, reçus pendant la formation des graines. Alors en ordonnée, vous avez un indice de stress thermique. Alors ce sont des sommes de température maximale supérieures à 25 degrés pendant la période DF, FSLA et en abscisse, un indice de stress hydrique, pendant, cette même période. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que, lorsqu'on est décalé à droite, ce sont des années, plutôt, très, très impactantes au niveau du stress hydrique et vers le haut, ce sont des années à fort stress, thermique. Et donc dans les années récentes, on retrouve donc 2017-2018 avec, des stress thermiques importants et 2015 et 2020 avec, des stress hydriques, importants. Donc au final, 4 années récentes, qui ont fortement impacté, le poids de printemps. Et si l'on regarde maintenant le graphique du bas, on voit que finalement, on a beaucoup moins d'années, qui se décalent à droite ou vers le haut. Donc finalement, beaucoup moins d'années stressantes, pour le poids d'hiver par rapport à ce qu'on a, sur le poids de printemps. Donc globalement, le poids d'hiver échappe quand même davantage au stress, climatique de fin de cycle, à la fois hydrique et thermique par rapport à un poids de printemps. Donc la liaison entre le rendement et ces indices de stress n'est pas toujours évidente à mettre en avant. Bon, on a quelques années ici qui tirent un peu les relations, mais malgré tout, c'est toujours, compliqué de relier, les rendements, mince, à un seul facteur. Oui et ce qui est aussi, compliqué, c'est que les stress thermiques et les stress hydriques arrivent souvent de façon concomitante et donc il est difficile de faire la part, des choses entre, un type de stress et un autre, hein, en conditions de plein champ. Autant on peut le faire en conditions contrôlées, autant là, on a du mal à découpler l'impact des 2 facteurs. Donc pour finir, l'impact des fortes températures, c'est, par rapport au nombre de graines, on sait que, le les fortes températures, donc au-delà de 25 degrés, entraînent des avortements de graines dans les gousses, donc vous avez le graphique à gauche là qui vous montre effectivement cette tendance et en 2017, on a effectivement observé, pas mal d'avortements de graines dans les gousses puisque c'était une année, avec, de très fortes températures. Diapo suivante. Le changement climatique donc pourrait aussi impacter la qualité des graines. Alors en fait, la teneur en protéines chez le pois, dépend, d'une part de la croissance, de la plante, mais aussi, de la teneur en azote de celle-ci et des vitesses, de croissance et de d'accumulation d'azote et de remobilisation de l'azote, puisqu'en fait, il y a des transferts d'azote qui ensuite se font, des parties végétatives vers les graines. Et donc, la teneur en protéines, va vraiment dépendre d'une part de cette croissance de la plante et de la teneur en azote dans la plante. Et donc en conditions favorables, teneur en protéines et rendement peuvent être élevés. Si le rendement est élevé, on peut aussi avoir un phénomène de dilution s'il y a vraiment beaucoup de graines, donc du coup la teneur en protéines sera un peu plus faible. Et si le rendement est faible et bien là, on pourra avoir, soit, concentration d'azote dans les graines ou au contraire, si vraiment il y a peu d'azote, aussi, des teneurs en protéines faibles. Voilà, je vais laisser la parole à Bastien maintenant. Merci Loïc. Du coup, je vais reprendre la fin, on va donc, poursuivre, hein, ce webinaire. Alors, juste dernier point sur cet aspect aussi climatique, avant d'en venir, on va dire, à d'autres conséquences et les solutions aussi, hein, qu'on évoquera par suite. On l'a pas évoqué, hein, donc, mais bien sûr, il y a également aussi tout ce qui est l'interrogation par rapport aux événements dits extrêmes, hein, donc, on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec tout ce qui est gel hivernal ou gel printanier, mais également aussi un fait, hein, qu'on constate de plus en plus, hein, souvent autour de l'hiver et aussi au début du printemps, c'est tout ce qui est phénomène d'ennoiement, en tout cas d'excès d'eau fréquent. Et ça, ce sont des choses qui sont difficiles en tout cas à prévoir par la suite. Et également aussi, hein, tout ce qui est épisode orageux et donc dégâts de grêle, notamment tardifs,
ce sont également des événements qui, en tout cas, avec les simulations météo, hein, restent difficiles en tout cas à anticiper et à prédire par la suite, même si on sait, hein, que ces événements resteront quand même fréquents ou du moins avec une certaine intensité. Autre point, que bien sûr l'aspect, climatique va, changer et bien c'est le comportement des bioagresseurs, que l'on va retrouver donc, sur les pois, en particulier donc, insectes et maladies. Donc si on commence déjà du côté des ravageurs, donc, qui, je vous le cache pas, hein, vont avoir la part belle avec le réchauffement. Hem, on va déjà voir déjà avec les pucerons qui ont déjà fait, beaucoup parler d'eux déjà, l'année dernière, en 2020. Effectivement, la hausse de température, hein, va entraîner en tout cas une arrivée plus précoce en tendance des pucerons. Pour rappel, hein, le puceron est, globalement actif entre 20 à 25 degrés. On dirait qu'on est sur déjà un créneau idéal pour l'activité des pucerons. Et c'est vrai que ces créneaux vont arriver plus précocement maintenant, certaines années. Chose, hein, donc intéressante à noter, hein, c'est qu'il y a différentes études, hein, qui montrent, alors c'est le graphique déjà à gauche, que vous pouvez voir, sont 2 graphiques qui représentent simplement déjà l'activité, notée des pucerons dans diverses tours en Succion, une en Angleterre et une à Rennes en France. Ils ont déjà relevé en fait une très grande diversité, hein, depuis les années, 90, une plus grande diversité déjà de pucerons, également aussi une plus grande quantité de pucerons, capturés, par ces, tours à Succion. Donc pour information, on a plus 20 de pucerons, d'espèces de pucerons, notés maintenant, donc en France. Donc ça montre bien qu'il y a quand même, en tout cas, une certaine activité, en tout cas, enfin la température va en tout cas favoriser effectivement, l'activité en tout cas des pucerons d'une part. Le graphique à droite également, qui est assez, représentatif, illustre des études qui ont été faites. Alors c'est un autre puceron qui est le Myzus persicae, hein, donc pour ceux qui suivent le colza, vous devez bien le connaître. Alors, on a pris ce puceron en exemple parce que c'est celui qui, en fait, qui a le plus, d'études à son compte, hein, mais il faut savoir qu'on est sur un point de vue biologique, hein, très proche de celui aussi du pois. Ce qui a été noté pour ce puceron, c'est que, eh bien, avec des températures de plus en plus chaudes aussi durant l'hiver, qui je rappelle d'ailleurs, l'hiver est le premier régulateur de certaines populations d'insectes, hein, comme les pucerons, eh bien, ils se sont rendus compte dans ce graphique-là, donc vous pouvez voir ici donc que, eh bien, plus on a une température chaude, plus l'arrivée des pucerons par suite, va être précoce aussi l'année, du coup en cours. Et en fait, les points rouges que vous voyez sur ce graphique, eh bien, représentent les années, 2000, hein, sur lesquelles l'étude s'est, basée notamment. Donc on voit qu'on a quand même beaucoup de points en bas de cette courbe, hein, donc qui sont caractérisés par un hiver relativement doux. Bon, à titre d'exemple, pour ceux peut-être qui avaient, déjà suivi notre communication autour de la pression puceron et virose de l'année 2020, je vous représente du coup, hein, donc ce graphique qui, montre, eh bien, les dates d'arrivée des pucerons au sein des BSV, de divers BSV. Donc on a représenté ici l'année 2019 en rouge, l'année 2020 en bleu et par rapport, eh bien, au stade, en tout cas début floraison. Donc on a, dénombré un nombre de jours avant ou après, hein, en fonction du coup de ce nombre, ce début floraison. On voit bien que pour, en tout cas, les BSV, notamment du nord de la France, hein, eh bien, cette arrivée était très précoce, jusqu'à parfois 3 semaines d'avance par rapport au début floraison. Côté c'est donc, sur les autres ravageurs du pois, alors on va pas tous les faire, mais il y a aussi important de noter donc, côté bruche déjà d'une part, que également la bruche profitera également de températures, plus chaudes, hein. Pour information donc, le cycle de la bruche, hein, est, enfin l'activité du moins est optimale autour des 22, 25 degrés. Et là également, on constate que c'est le petit graphique ici à droite, hein, c'était une étude anglaise qui montrait effectivement que voilà, sur une durée de 28 jours, vous avez mesuré la température moyenne. Effectivement, plus cette température moyenne augmente, et bien plus l'activité, en tout cas le nombre d'adultes qui sont capturés dans des pièges, hein, eh bien augmentait significativement. Donc effectivement, qui dit réchauffement ou du moins printemps plus chaud, dit également donc une arrivée des bruches, hein, de leur site d'hivernation plus rapide, en tout cas plus précoce. Enfin aussi, un dernier point intéressant, donc c'est au niveau des cytones. Donc je rappelle, les ravageurs, de début de cycle, hein, du pois, dont les larves notamment s'attaquent aux nodosités par la suite. On constate, hein, bien qu'aussi, on a de plus en plus de présence de cytones maintenant dans les parcelles, tôt. Hein, ça se traduit, je rappelle, hein, par des petites encoches qu'on retrouve sur les feuilles du pois. Pour info, hein, donc cet insecte, hein, est actif à partir de 12 degrés. Donc effectivement, là aussi, une reprise, en tout cas un début de printemps, chaud peut être favorable à cet insecte. Côté maladie, on dirait que le diagnostic est plus difficile, car autant les températures, on arrive à bien les simuler, autant l'aspect, humidité,
pluviométrie est beaucoup plus aléatoire, plus difficile en tout cas à programmer, en tout cas à prédire par la suite. Or, hein, c'est vrai que beaucoup de maladies dépendent justement aussi de ce facteur-là. Bon, cependant, on peut quand même donner quelques tendances générales effectivement pour certaines maladies. Côté bactériose déjà, Véronique l'a évoqué, on va avoir donc des hivers plus doux, moins rigoureux, mais par contre, des gels par contre tardifs, en tout cas des gels, plus fréquents, donc des jours de gel plus fréquents et donc qui dit déjà aussi un hiver plus doux, dit également l'endurcissement du coup moins optimal du poids et donc, eh bien, plus de risques finalement d'attraper la bactériose malgré, que ce soit des petits gels par suite. Alors ça, c'est vrai, hein, depuis 2016, de toute façon, chaque année, en tout cas, dans certains secteurs, notamment les secteurs les plus froids, je parle notamment pour l'école dans l'Est, hein, on observe, hein, chaque année maintenant des foyers de bactériose dans les parcelles. Alors c'est à modérer comme propos parce que c'est vrai que maintenant avec les printemps aussi, chauds et secs, effectivement, ça freine ces foyers de maladie, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas à l'abri d'un retour parfois, comme une année 2016, eh bien d'un retour, plus important de cette maladie. Côté ascoquitose et Aphanomyces, là, on va dire que c'est le discours va être plus optimiste sur le fait que ça reste des maladies quand même qui nécessitent de l'eau, en particulier pour se propager, hein. L'Aphanomyces, hein, donc se propage, en tout cas est favorisée, je veux dire, en grande partie par l'eau qui est contenue dans le sol. L'ascoquitose, par sa reproduction notamment asexuée, donc se déplace, enfin se propage par effet de splashing au sein d'une parcelle. Donc qui dit moins de pluie, qui dit plus de périodes de sécheresse, effectivement, ce sera des conditions moins favorables à ces maladies-là. Enfin, côté virose, hein, donc on l'a dit, hein, donc avec les pucerons plus fréquents, bien sûr, dit plus de risque de virose. D'autant plus, hein, que je rappelle que si les pucerons arrivent sur des stades plus jeunes de plantes, bien sûr, les virus s'exprimeront d'autant plus donc sur ces plantes-là. Et ça reste aussi également, hein, donc des maladies qui vont profiter d'états de stress déjà avancés de plantes. Donc effectivement, un stress climatique, hein, ne va pas ranger effectivement la suite avec la présence ou non de ces maladies. Alors, quelle est la stratégie finalement d'adaptation qu'on peut, essayer d'envisager, quand même pour essayer de limiter effectivement les en tout cas les conditions donc, climatiques, hein, qui peuvent, entacher le rendement, le potentiel du poids? Il y a 2 choses, hein, effectivement. Soit on va essayer d'atténuer en tout cas l'effet, peut-être de la tolérance, des choses et autres systèmes, soit on va plutôt appliquer, eh bien, la stratégie d'évitement, donc, par rapport à certains stress. Le premier point, donc déjà sur tout ce qui est aspect génétique, hein, donc sur le travail notamment qui est mené, qui sont menés par les semenciers. Donc là, bien sûr, on est sur un levier, hein, je rappelle, à moyen, long terme, hein. C'est pas du jour au lendemain, bien sûr, qu'on aura des solutions. Mais voilà, sachez qu'il y a quand même plusieurs pistes qui sont activement travaillées. Pour la partie poids d'hiver actuellement, donc, eh bien, tolérance au gel et surtout aussi, eh bien, caractérisation de la capacité d'endurcissement à travers le projet Leg Hiver notamment. On met en point justement un système, hein, pour, eh bien, noter, ces capacités-là et mieux screener par suite et orienter la sélection génétique. D'autres points, c'est aussi la tolérance au stress hydrique, donc là, ce qui va beaucoup plus concerner le poids de printemps, donc qui est déjà travaillé, hein, depuis 2012, hein, donc à travers, notamment, eh bien, l'identification de gènes, hein, donc d'intérêt, pour cette tolérance et d'autre part aussi la caractérisation également de la morphologie donc, du système racinaire, propice en tout cas à tolérer mieux ce stress. Enfin, l'autre point également, on a aussi quelques travaux en cours, hein, par rapport aux bioagresseurs, notamment, puceron qui vient tout juste de débuter, hein, récemment, ou encore la bruche, hein, également, donc des travaux déjà bien engagés sur la bruche à févrole, mais qui auront aussi vocation par la suite à alimenter des travaux sur le poids, pour la bruche du poids. L'autre, levier, eh bien, ça va être, de peut-être réfléchir à un outil, technique différent du poids. Alors pour ce faire, on va reprendre un vieil exemple, hein, qui a été, mené, dans le sud, de la France, dans le sud-ouest de la France. Où effectivement, à l'époque, ils avaient comparé donc ce petit graphique de droite, hein, donc eh bien, les rendements dans les enquêtes agriculteurs, selon, eh bien, différentes dates de semis, entre poids d'hiver et poids de printemps. On constatait tout de suite que dès qu'on commençait à avoir des dates de semis en janvier, février, le rendement diminuait d'autant plus. Et en fait, on s'est vite rendu compte que par rapport à ce stress hydrique, en fait, que les semis, en tout cas, qui étaient, faits, en tout cas aux alentours du 15 décembre notamment, sont optimales parce qu'avec une année sur 30, dans les simulations du moins, de stress hydrique par rapport à un semis qui est fait aux alentours du 15 février, on avait 9 années, hein, sur 30 qui, subissaient des stress hydriques marqués. Et cela est d'autant vrai, hein, sur le graphique de gauche aussi, hein, qui montre cette fois-ci, eh bien, les températures échaudantes, hein, donc les sommes de température supérieures à 25 degrés entre début floraison et le fin du stade limite d'avortement.
entre un semis du 10 février et un semis du 20 décembre. On constate tout de suite qu'un semis du 20 décembre, eh bien, on n'avait aucun stress, du moins noté, sur cette période de simulation. Voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que maintenant on a des plages de semis qui se chevauchent même, hein, donc dans le sud-ouest, entre poids d'hiver et poids de printemps. On a donc précocifié la date de semis de poids de printemps. Donc la question se pose, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer une stratégie plus ou moins similaire, un peu plus, dans les autres secteurs, hein, donc dans le nord de la France? Si on prend déjà donc un secteur un peu plus intermédiaire qui est le Poitou-Charentes, hein, donc on a des semis qui vont de janvier à, début mars. On a fait le même exercice, hein, notamment pour la partie température échaudante. On avait comparé un semis donc, au 15 décembre, que vous trouvez ici en axe des, abscisses et donc un semis au 20 janvier comme au 15 février, donc ici en axe des ordonnés. Voilà, donc on voit tout de suite, hein, qu'on a bien sûr une plus grande tendance à avoir des températures échaudante, donc un stress thermique, bien sûr, pour ces dates de semis plus tardives. Enfin, si on remonte encore plus dans le nord, cette fois-ci donc dans l'est, donc on a fait récemment donc un travail avec ma collègue Aurore aussi, pareil de simulation dans le contexte de 2020 pour des dates de semis différents pour le poids de printemps et le poids d'hiver. Donc c'est ce qu'on vous présente ici, hein, avec, donc différentes dates de semis. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'on avait calculé le pourcentage de jours échaudants d'une part, mais également aussi le pourcentage de jours en déficit hydrique en fonction de ces dates de semis. Et on voyait qu'entre un semis au 20 février, donc en début de plage préconisé, et un semis en fin de plage, hein, préconisé, hein, qui était entre le 25 mars, on diminuait de quasiment 2, hein, de moitié le risque en tout cas d'exposition au stress hydrique. Bien entendu, on a comparé ça aussi à un poids d'hiver, hein, le poids d'hiver, évite d'autant plus encore ces, événements de stress. Enfin, un autre point également qui peut être intéressant à creuser, hein, mais qui est aussi en ses limites, hein, c'est l'irrigation. Dans certains secteurs, donc côté, centre et Poitou-Charentes-Vendée, on sait que l'irrigation est pratiquée par certains producteurs et dans l'enquête de 2017 qu'on avait, fait auprès des producteurs, on avait pu comparer comme ça, eh bien, les rendements moyens entre ceux qui pratiquaient, eh bien, l'irrigation, donc en rouge, et ceux qui n'avaient pas pratiqué l'irrigation. Et c'est vrai qu'on constate un gain, en tout cas, de rendement, notable, donc qui est de l'ordre d'environ donc 5 quintaux, hein, donc par 30 millimètres d'eau apportée. Bien sûr, hein, d'autant plus, fort pour les sols séchants. Alors attention, c'est une technique bien sûr qui a ses limites parce qu'on irrigue bien sûr aux alentours de la floraison. Or, en 2020, dans les enquêtes, on a constaté qu'avec le stress hydrique dès le début du cycle du poids de printemps, c'est vrai que bah, du coup, cet effet était très atténué. Bastien, Ouais, je conclus. merci. Voilà. Voilà, donc juste pour conclure concrètement, donc c'est un peu la diapo pour résumer donc les facteurs, enfin les grands stress climatiques qu'on peut subir sur le poids, entre le risque de gel, le stress hydrique, le stress thermique. Donc à noter effectivement que voilà, la difficulté maintenant, c'est d'éviter notamment les stress de fin de cycle, hein, en particulier le stress hydrique et thermique, peut-être par effectivement une atténuation, un décalage des cycles, hein. Sachant qu'on l'a pas vraiment évoqué, jusqu'à maintenant, qu'il faut quand même garder un rayonnement quand même qui reste optimal bien sûr, lors des phases notamment de début floraison et fin du stade limite d'avortement. Pour conclure rapidement du coup, hein, donc un changement climatique, hein, donc qui impacte effectivement fortement la production. Effectivement, on voit bien que les inégalités aussi les inégalités en tout cas se creusent beaucoup plus maintenant entre les sols à forte réserve hydrique et ceux à plus faible réserve hydrique, hein, bien sûr, et aussi les pratiques d'irrigation ou non. Et donc on évoquait, hein, donc les termes, en tout cas les techniques, ou du moins les leviers, à mettre en œuvre par suite sont d'une part génétiques et d'autre part donc eh bien, tester des nouvelles pratiques, en tout cas innovantes, par rapport au poids. Donc on espère bien sûr qu'avec, bah, là notamment le plan de relance, protéines, hein, donc déjà les 2 premières années, permettront peut-être de dégager des nouvelles pistes qui amélioreront en tout cas, ou répondront en partie à ces problématiques, climatiques. Voilà. Merci Bastien, merci Véronique. N'hésitez pas à poser vos questions via la fenêtre de chat. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour échanger. J'ai une question à destination donc de Véronique. Tu évoquais un seuil de 25 degrés dans ta présentation. Et la question, est-ce que ce seuil est aussi transposable pour d'autres légumineuses comme le lupin ou la févrole? Alors oui, pour la févrole,
D'ailleurs, il y a des études qui montrent que 25 degrés, oui, ça a certainement un impact, mais la févrole étant plus décalée sur, le début de l'été, en fait, peut-être qu'elle pourrait être, confrontée à des températures encore plus élevées. Donc est-ce que le seuil, c'est 25 degrés ou est-ce que c'est 28, ou 30? Bon, c'est discutable. Il y a quelques éléments dans la bibliographie, mais c'est vrai que c'est pas toujours très clair. Autant pour le poids, les 25 degrés ont été bien étudiés et là, on est, vraiment, sûr que c'est vraiment ce seuil-là qui est à prendre en compte. Pour la févrole, par exemple, bon, c'est déjà un peu plus un peu moins précis, donc il faudrait des études complémentaires. Pour d'autres légumineuses encore, c'est pas évident. Enfin, pour des cultures d'été, je pense au soja, là, on peut aussi, tabler sur des seuils plus élevés, hein, plus, 28 ou 30 degrés, puisque ce sont des espèces qui peuvent, supporter davantage de températures élevées, hein, donc non, les seuils sont bien à revisiter en fonction des cultures, hein. Ok. Une autre question qui vient d'arriver, c'est est-ce qu'on évalue le comportement au froid pardon, des pois de printemps? Et la question qui en découle, si on les sème plus tôt pour éviter les stress hydriques et thermiques, est-ce qu'il y a un risque de gel qui existe? Oui, alors le risque de gel existe effectivement, si on décale les semis en pois de printemps, ça tout à fait. Alors on a quelques connaissances, un peu anciennes, qui, montraient que, un pois de printemps pouvait résister, aux alentours de -5 degrés, mais ça n'a pas été vérifié sur des variétés très récentes, donc c'est vrai que c'est quand même une info qui manque. Et le risque aussi qui existe, c'est un risque juste après les semis. En fait, si on a, la graine qui commence à s'imbiber d'eau, qui commence à germer et à ce moment-là, des températures, proches de 0, on a ce qu'on appelle des gels d'imbibition. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être très, très préjudiciable. Je dirais que maintenant, comme on a quand même des prévisions météo à 15 jours, ça se produit vraiment dans les premiers jours après le semis, hein. Donc, avec une météo, des prévisions météo à 15 jours, ça permet quand même d'anticiper. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un créneau de semis qui se présente, si dans les 15 jours qui suivent, il y a du gel qui est annoncé et qu'en plus les sols sont très humides, qu'il y a vraiment de la pluie aussi qui est annoncée, ben, là, il faut faire attention effectivement pour éviter, de tomber sur ces gels d'imbibition. Il vaut mieux décaler et attendre peut-être de semer plus tard, parce que le risque existe effectivement. Ok, merci Véronique. Ensuite, il y a une autre question qui vient d'arriver. On a parlé des travaux qui étaient en cours chez les semenciers et la question c'est pourquoi la résistance au stress thermique n'est pas d'actualité chez les semenciers? Bah, je dirais que finalement, il y a peut-être pas une, recherche spécifique, parce que la sélection finalement subit ces températures élevées, chaque année et donc quelque part ça doit quand même, faire une sélection un peu indirecte, hein, mais effectivement il n'y a pas de sélection vraiment, sur ce critère en particulier, heu et les études en conditions contrôlées, les travaux de recherche portent plutôt sur le stress hydrique, actuellement. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vous brûlent la langue ou le bout des doigts. N'hésitez pas, c'est le moment. Donc, je vous rappelle que vous allez recevoir évidemment une copie de la présentation qui vient d'être faite, un lien pour revisionner le webinaire via notre chaîne YouTube et également un questionnaire de satisfaction. Il va y avoir encore 2 webinaires sur le cycle changement climatique. Donc le prochain, comme l'a dit Véronique en introduction, aura lieu le 1er avril sur le tournesol. Donc je vous invite à vous rendre sur notre site web pour vous y inscrire. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Encore toutes nos excuses pour le petit souci technique en milieu de webinaire. On espère vous retrouver évidemment pour le 1er avril pour le webinaire autour du changement climatique et du tournesol.
Ah, je vois que quelqu'un est en train de taper quelque chose, donc je vais juste patienter si c'est une dernière question avant de vous dire au revoir. Juste 3 secondes que la question s'affiche. Non, bon, il n'y avait pas de question. OK. Donc, je vous remercie à tous. Je remercie évidemment mes deux collègues pour cette excellente présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur les Jeudis de TI. Au revoir à tous.